Bonjour à tous. Je m'appelle Yves Tréhard, je suis journaliste et j'ai la lourde mission ce matin d'animer un débat qui s'annonce très intéressant sur un thème on ne peut plus vaste, mais dont je suis sûr les trois intervenants qui sont appelés sur cette estrade vont faire le meilleur usage et vont tenter de répondre à vos questions. Aux questions que vous vous posez au moins. Alors, les règles du jeu sont les suivantes. Il y a un panel de jeunes étudiants qui sont parmi nous et qui vont dialoguer avec ces intervenants, ces trois intervenants, au fur et à mesure du débat. D'abord, ces intervenants, évidemment, vont dire en quelques minutes ce qu'ils pensent du sujet, quelles sont leurs grandes idées sur ce sujet. Et après, donc, il y aura un dialogue qui va s'instaurer entre ces intervenants et le panel. Et puis, en fin de débat, en fin de matinée, vous pourrez, vous autres publics, poser vos questions aux intervenants, les questions qui, évidemment, je vous le demande instamment, ne doivent pas doublonner avec les questions qui ont été posées par le panel d'étudiants. Donc, j'appelle sur scène André Comte-Sponville, philosophe bien connu. Au milieu. Donc qui a eu le mérite et qui a le mérite au fil de ses livres qui sont très riches de mettre la philosophie à portée de chacun. Il réfléchit sur la quête de sens, sur la liberté, sur la sagesse. Et je crois que la foi l'a quitté il y a quelques années et il se définit aujourd'hui comme un athée fidèle. Il pense que l'homme peut se passer de religion, la philosophie étant l'un des moyens pour s'en passer. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle « Le goût de vivre » chez Albin Michel. J'appelle Pierre Rabhi. Bon, alors je me demande si j'ai besoin de le présenter. Donc Pierre Rabhi, difficile à définir parce que, pour dire la vérité, je crains de le connaître peut-être moins que vous. Agriculteur, philosophe, écrivain, fondateur de diverses associations, dont Terre et Humanisme. Et vous venez de co-signer avec Nicolas Hulot, enfin vous avez co-signé, c'est pas graine de possible. Un livre actuellement est disponible chez Albin Michel, Du Sahara aux Cévennes. J'appelle maintenant Samuel Rouvillois. Il faut dire mon père? Frère. Donc vous êtes frère, philosophe également, titulaire d'un doctorat de philosophie de l'université de la Sorbonne. Vous avez travaillé et vous travaillez avec de très nombreux dirigeants d'entreprises à qui vous donnez peut-être un sens philosophique justement à l'action de ces entreprises. C'est l'aérospatiale, c'est Leroy Merlin, c'est Vinci, c'est Lafarge, Total, Michelin, enfin c'est très varié. Et on vous doit un livre qui est sorti en 1993 chez Fayard, Vers un nouvel âge. Et vous avez travaillé aussi à de très nombreux ouvrages collectifs. Donc le thème de la matinée, c'est bâtir une nouvelle société en plaçant l'homme au cœur des débats. Alors je vais commencer avec M. Comte-Sponville. Est-ce que l'homme, finalement, il n'a pas toujours été au cœur des débats ? Oui, bien sûr, et on a toujours voulu bâtir une nouvelle société. Autrement dit, rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste. Simplement, chaque époque a sa façon de mettre l'homme au cœur des débats et de se poser la question de cette nouvelle société.
Alors, un mot sur cette notion même de nouvelle société. Si on entend par là qu'il faut détruire l'actuelle pour en faire une complètement différente, à mon avis, c'est une illusion dangereuse. Si on entend par là que la société, dans 10 ans, ne sera pas la même qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Parce que rien, comme l'a dit là encore l'Ecclésiaste, rien ne reste identique à soi dans le temps. Et donc la seule question est de savoir, est-ce que le changement, cette société nouvelle, qui de toute façon sera différente de celle d'aujourd'hui, est-ce qu'elle sera mieux ou pire? L'idée de progrès, ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle soit mieux. Alors qu'est-ce qu'il y a de singulier dans la façon dont aujourd'hui cette question se pose? Elle se pose depuis très longtemps, mais de quelle façon aujourd'hui se pose-t-elle? Eh bien, il me semble que ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui tient essentiellement dans les rapports entre l'économie d'une part et l'écologie d'autre part. Vous savez que ces deux mots, économie, écologie, sont des mots cousins, ça s'entend d'ailleurs à l'oreille, hein, économie, écologie, ils ont la même origine étymologique. En l'occurrence, ces deux mots viennent d'un même mot grec qui est le mot oikos. Oikos, en grec, ça signifie la maison. Mais notre maison aujourd'hui, c'est le monde. C'est ça que veut dire la mondialisation. Notre maison, notre oikos, aujourd'hui, c'est le monde. L'économie est sa gestion efficace, l'écologie est sa gestion durable. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et qui signe la singularité de notre époque, c'est que nous sommes en train de comprendre depuis déjà quelques décennies, mais de plus en plus clairement, que le développement même de l'efficacité économique est en train de mettre gravement en cause les conditions de sa durabilité écologique. Parce qu'au fond, la croissance, en tant que processus purement économique, est un processus en lui-même indéfini. On peut toujours, par définition, rajouter de la richesse à de la richesse. On le fait depuis 10 ou 12 000 ans, la révolution néolithique. Il n'y a pas de raison économique que ça s'arrête. Et je dirais surtout pas en économie capitaliste, puisque le capitalisme a trouvé le secret de transformer la richesse en source d'enrichissement, ce qu'on appelle un capital, de la richesse créatrice de richesse. Il n'y a pas de raison économique que ça s'arrête, sauf que nous sommes en train de comprendre que ce processus en lui-même indéfini de croissance économique est en train de se rapprocher dangereusement des limites, elles strictement finies, de l'écologie, qui sont les limites de la planète. Concrètement, ça veut dire que le jour où bientôt 1,5 milliard de Chinois, bientôt 1,5 milliard aussi d'Indiens, parce que leur taux de croissance démographique est bien plus élevé en Inde qu'en Chine. Bref, en gros, 3 milliards à eux deux, sans parler des autres, le sud-est asiatique, le Brésil, l'Afrique, qui pour une part semble en train de décoller, notamment l'Afrique du Sud, et c'est évidemment tant mieux. Mais rien que ces deux pays, la Chine, l'Inde, 3 milliards d'individus, presque la moitié de l'humanité. Le jour où, par hypothèse, ils vivraient avec le même niveau de vie que nous, les Européens, ou a fortiori que les Nord-Américains, et spécialement avec la même consommation d'eau douce, d'énergie fossile et de protéines animales, la planète ne tiendrait pas 30 ans. Or, nous n'avons évidemment aucun titre, et d'ailleurs aucun moyen, à empêcher les Chinois et les Indiens et les autres, avec le taux de croissance spectaculaire qui est le leur depuis 15 ans pour l'Inde, 25 ans pour la Chine, de se rapprocher tendanciellement du niveau de vie qui est le nôtre. Bref, nous sommes en train, pour de très bonnes raisons économiques, parce que, comprenez-moi bien, la croissance, je suis pour de très bonnes raisons morales, parce que le développement, évidemment, je suis pour. On ne va quand même pas regretter que la Chine et l'Inde soient en train de sortir de la misère, du sous-développement, à une rapidité que personne n'est prévu. Bref, nous sommes en train, pour de très bonnes raisons économiques, la croissance, pour de très bonnes raisons morales, le développement, d'aller vers une catastrophe écologique annoncée. Et c'est ça, me semble-t-il, la singularité de notre époque. C'est comme ça, aujourd'hui, que se pose la question de la nouvelle société et de la place de l'homme. Merci, M. Comte-Sponville.
Je vais donner la parole à Pierre Rabhi en lui posant une question dans le prolongement du propos de M. Comte-Sponville. Est-ce qu'on peut faire de l'écologie sans faire de décroissance? En faire? De décroissance. Nous sommes dans une époque extrêmement ambiguë, dans le sens où nous sommes quand même dans une époque où l'être humain s'est positionné comme un démiurge. C'est-à-dire, il va résoudre tous les problèmes afférents à la vie, sauf que nous sommes aujourd'hui dans une situation, moi je ne sais pas s'il existe une vie après la mort, mais je me demande s'il en existe une avant la mort. Dans le sens où on n'a même pas défini ce que voulait dire vivre. On est pris dans une espèce de fatalité qui nous manipule, qui nous organise et qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une forme d'impasse. Comment j'ai pu déceler cette impasse? Je suis obligé de passer par un petit peu de témoignage, parce que je suis né dans le désert, et de double culture, ce qu'on appelle double culture. Et tout cela m'a posé évidemment, le long de mon itinéraire, beaucoup de questions d'identité, qui m'a fait fréquenter beaucoup les philosophes d'ailleurs, pour essayer de comprendre quel était le paradigme du monde d'aujourd'hui. On s'aperçoit que ce paradigme, il est marqué par le fait qu'on a exhumé une matière nauséabonde du sous-sol, qui nous pose problème d'ailleurs maintenant, la thermodynamique qui a évidemment modifié notre perception du temps et de l'espace par la vitesse, et l'être humain a dû s'adapter à tout cela. Alors, on est parti sur l'idée que c'est le progrès. C'est le progrès par lequel nous devons passer. Et ce progrès est accompagné de toute une sémantique qui, à mon avis, est manipulatoire. On vous dit par exemple que le progrès va libérer l'être humain. Et moi, quand j'ai travaillé, puisque je n'avais pas de qualification particulière à Paris dans une entreprise, n'ayant pas de qualification, j'ai été donc ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et quand on vous dit ouvrier spécialisé, c'est celui qui n'est spécialisé en rien, justement. Donc là aussi, et dans ce microcosme de l'entreprise, qu'est-ce que je vois? Il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y a des hommes haut de gamme qui sont en haut de la pyramide et des hommes bas de gamme qui sont en bas de la pyramide. Et donc ce qui m'a paru immédiat, c'est qu'en fait c'était le modèle de société qui s'emparait de l'être humain pour l'adapter. Et on vous crie par exemple que le progrès va libérer l'être humain, sauf que moi quand j'étudiais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qu'est-ce que je découvrais? Qu'il était incarcéré à vie. On passait de la maternelle à l'université, d'ailleurs les jeunes appellent ça le bahut. Ensuite on va dans les casernes, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va bien sûr dans sa caisse. Et puis on a la boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc voilà le destin, si vous voulez, que la modernité, sous les apparences de progrès, déguisée par les apparences du progrès, a modifié la condition humaine jusqu'à ravaler l'être humain à n'être qu'une entité productive et consommatrice. C'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et de ce fait, en donnant à l'argent, je ne suis absolument pas contre l'argent quand il sert la vie, mais en donnant à l'argent la toute-puissance, c'est-à-dire absolue sur le destin, eh bien on a engagé l'humanité dans un paradigme qui est la négation même de la vie et je dirais même la négation de l'humain. Et aujourd'hui, on est dans ces multiples impasses. Alors moi, quand j'ai compris cela, j'ai voulu, en fait, ça a été pour moi un sauve qui peut. C'est pour ça que travaillant dans une entreprise parisienne, nous décidons avec mon épouse, future épouse, d'aller vivre vers la nature. C'est-à-dire aller à la nature. Parce que je trouvais que ce confinement, c'est-à-dire ce hors-sol appliqué à l'humain, ne lui permettait pas d'avoir le regard large et tout le message qu'apporte la vie à travers la nature.
La nature est un magnifique message à décrypter. Et au lieu de décrypter ce message, nous sommes confinés dans des systèmes qui ne nous permettent pas d'être dans le rapport à l'enchantement que nous offre la vie. Et ça a été la raison pour laquelle ça a été le retour à la terre en Ardèche, sur une petite terre aride dont personne ne voulait, mais qui était tellement belle qu'on a choisi de nous y installer. C'est la beauté en fait qui a primé, parce qu'au Crédit Agricole où je voulais emprunter, il me disait « mais vous êtes fou de vous installer sur ce lieu, vous allez crever de faim ». C'était très difficile d'expliquer aux préposés que ce n'étaient pas les critères agronomiques qui ont primé dans le choix, que c'était la beauté du lieu qui a primé dans le choix. C'est-à-dire comment retrouver l'enchantement que nous avions perdu, comment retrouver ce rapport à la nature que nous avions perdu et qui nous nourrit d'une façon formidable. Deuxième élément, c'est que je découvre l'agriculture puisque c'était la façon de tirer parti de ce lieu. Je suis ouvrier agricole et je m'aperçois que l'agriculture moderne avait déclaré la guerre à la vie. C'est-à-dire l'usage massif de produits chimiques, de pesticides, etc. C'est-à-dire qu'on était rentré dans un processus, et tout ça dû évidemment à l'unité pétrole reliée à tout ça, donc toute la logique et le paradigme entier qui est parti sur la valorisation du monde minéral au détriment du monde vivant. Et qu'est-ce que je découvre? Une agriculture qui agresse la vie, qui agresse la terre, qui, en détruisant la vitalité de la terre, cette terre produit des plantes qui sont déficientes. Ces plantes déficientes sont malades. Une fois qu'elles sont malades, il faut avoir recours à des pesticides. Ces pesticides qui non seulement empoisonnent la nourriture elle-même, le sol, le sous-sol, les nappes phréatiques et l'environnement, ça voulait dire que notre paradigme était un paradigme qui se condamnait déjà à mort par le fait même qu'il était loin des lois de la vie. Donc c'est d'abord sur cette base-là, si vous voulez, d'une prise en compte de la nécessité de retrouver justement cet équilibre avec la vie qui a été le plus grand déterminant et qui a fait que je suis devenu un écologiste inconditionnel dans la mesure où on peut utiliser l'écologie, c'est-à-dire les lois de la vie elles-mêmes, plutôt que d'aller chercher des substances toxiques, on essaye de comprendre ce qu'est la vie, comment elle fonctionne, comment elle a existé, préexisté bien avant nous, avant que nous n'existions, puisque, paraît-il, nous sommes dans les 2 dernières minutes sur 24 heures, et comment a-t-elle fait pour finalement ce prodige de la vie, quel est-il? Et se mettre à l'école de ce prodige, essayer de comprendre ce prodige, et on s'aperçoit, si on me demandait d'être bref, ce que je vais essayer de faire d'ailleurs parce que je suis en train de dépasser la parole d'ailleurs. Eh bien, ça serait, si on me demandait en vitesse, qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique? L'agriculture biologique, c'est simplement, ou l'agriculture écologique, c'est comprendre la beauté et les lois de la vie, comment la vie s'y prend, quel est le mystère de la vie, essayer d'être à cette école-là attentif, c'est-à-dire renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. Merci. J'étais sûr que vous auriez des applaudissements. Vous me facilitez la question que je voudrais poser à Samuel Rouvillois en lui demandant est-ce que l'homme a disparu finalement de la société alors, si on écoute Pierre Rabhi? Je pense que c'est une question légitime parce que bâtir une société nouvelle, moi je me disais mais il y a déjà quelque chose qui est tout bâti, tout construit et avec lequel nous devons définitivement maintenant faire, qui s'assit de cet énorme système économico-social qui avait comme finalité de nous donner des milliers de moyens matériels qui allaient nous libérer de la servitude du rapport à la nature et à la survie. Il se trouve que ce système que nous avons construit en l'espace d'une centaine d'années est en train désormais de nous dominer. C'est-à-dire que la gestion du système des moyens prend complètement le dessus sur celui qu'il est censé servir, c'est-à-dire l'homme. Et au fond, nous trouvons dans un rapport nouveau qui fait que nous avons construit une magnifique machine collective que nous sommes en train de mondialiser. Et nous sommes en train de nous demander si elle n'est pas en train de nous asservir, cette machine. En tout cas, elle est bâtie, elle est construite, elle n'est pas démontable comme ça. Elle est désormais câblée, informatisée, relativement autonome. Et le rapport que nous avons avec elle est un rapport de servitude ambigu. Nous avons du mal à la servir. Donc ça, je dirais, ça c'est bâti.
Ensuite, que pouvons-nous faire là-dedans avant de bâtir une société nouvelle, ce qui me semble, moi, très beau, très ambitieux. Je ne sais même pas si c'est possible. En tout cas, avant ça, je pense que la première question, c'est effectivement de revenir en dessous de l'homme pour voir s'il existe encore. J'aime bien cette notion de vie. Je dirais qu'il y a une réinvention du rapport à la nature, pas la nature d'hier, pas simplement la nature de l'écologie, parce que l'écologie, c'est une science, et la science apporte des choses, mais il y a quelque chose d'une manière de repenser le rapport de l'homme, moi je dirais même à lui-même, à son corps. Hein. Je pense que la première terre que nous portons, c'est notre corps, et je pense que c'est sur ce travail du rapport au corps de l'autre, du corps de l'après-naissance jusqu'à l'après-mort. Là, il y a quelque chose à penser, à réaccueillir. On sent que plein de choses émergent, hein, que ce soit l'écologie, le commerce équitable, la notion de bio, enfin toutes ces redécouvertes sont quelque chose qui pointe, le développement durable, mais moi ça me semble un peu caricatural, on y reviendra peut-être. Tout ça est comme une espèce de bienveillance, enfin du sentiment de la nécessité d'une bienveillance renouvelée et attentive envers cette réalité qui est simultanément l'univers et nous. Alors évidemment la première question, est-ce que nous allons d'abord nous occuper de la planète sans nous occuper du fragile écosystème qui s'appelle le psychisme humain, qui s'appelle la personne? Je pense qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Et qu'on ne peut pas s'occuper des cailloux, des océans et des problèmes je dirais d'équilibre climatique si on s'occupe en même temps des équilibres internes dans les sociétés, des équilibres internes dans la famille, des équilibres internes à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça, c'est la première chose, le retour. Et donc, je dirais, c'est d'abord une nouvelle alliance avec soi. Je pense qu'avant une nouvelle société, il y a un premier chemin qui est de renouveler l'alliance avec soi-même, de la reprendre sur une base socratique, mais sauf que Socrate s'adressait à une petite élite aristocratique. Aujourd'hui, la question de savoir comment est-ce que chacun de nous veille sur lui-même et sur autrui est devenue une question démocratique, très très large. Et voilà, comment le faire dans des conditions de violence, c'est-à-dire face à un système qui, lui, veut se servir de tout ça d'abord pour s'autodévelopper et qui n'est pas tout à fait prêt à se plier à nos besoins de lenteur, de distance, de paix, d'apprivoisement réciproque. Hein. On le sait bien, dans le survoltage, la suractivité, la surinteractivité au point de perdre son identité. Mais je pense, alors pour compléter ce qu'ont dit André Consponville et Pierre Rabhi, que pour moi il faut aller un pas plus loin, qui est au fond que ce monde que nous venons de construire nous met en situation de fragilité et même de précarité. Et pour moi la grande question c'est comment faire alliance avec l'homme en situation précaire. Parce que rêver l'homme tel qu'il n'existera jamais, vous voyez, se refaire un homme utopique, un homme rêvé dans un monde qui ne nous permet pas le rêve, c'est en fait c'est Matrix sans pilule, si vous voulez. C'est-à-dire, je pense que le monde ressemble plus à Matrix qu'à la guerre des étoiles, plus à Soleil Vert qu'à la conquête de l'Ouest. Voilà, et qu'on est dans un monde... On est dans un monde dur. Et dans un monde dur, bien sûr qu'il faut la douceur de la redécouverte de la vie, mais il faut aussi comment penser l'homme en situation critique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à vivre quand au fond, il n'y a pas moyen que la paix se fasse? On est en situation de conflit, d'affrontement, de violence intérieure, de stress. Est-ce que ça, il faut simplement le souffrir patiemment, s'y résigner, rêver qu'un jour on va le supprimer, ou bien est-ce qu'il faut faire avec? Comment faire aujourd'hui positivement, avec la part de douleur, de souffrance, de faille? Là, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à vivre parce que ce qui apparaît, le Japon nous l'a montré, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée aussi, plus personne ne peut nier que les individus, les groupes sont fragiles, que l'humain c'est fragile et que nous n'avons pas de modèle de construction d'une humanité stable, heureuse, pérenne, qui rayonne, qui soit dans l'euphorie, la beauté durable et éternelle. Ça c'est du rêve. Je pense d'ailleurs que c'est même pas une manière de... Et la projeter sur la vie éternelle, c'est d'ailleurs ne pas mieux s'arranger en disant vous inquiétez pas, vous en bavez un peu, mais après ça sera beaucoup mieux. D'ailleurs ça vous permet de mieux en baver et de supporter mieux la difficulté d'aujourd'hui parce que les lendemains vont chanter. Qui chante dans la vie éternelle ou qui chante sur la terre, dans les deux cas, pardon, c'est du marketing malhonnête quoi. La vraie question c'est... La question, c'est qu'y a-t-il à vivre d'intensément humain et positif jusque dans cette situation de précarité dans laquelle l'homme est depuis toujours, mais dont il ne peut plus éviter de constater qu'il a désormais à faire avec au jour le jour. Et donc là, je pense qu'il
Il y a de nouvelles solidarités, des alliances les uns avec les autres, des alliances avec soi-même, qui n'ont pas la même tête, si vous voulez, au chevet d'un mourant que le jour où on fête le mariage de quelqu'un. Merci à vous. Merci. Donc le décor est planté. Nous allons passer la parole pour les questions des jeunes étudiants, donc qui sont de l'ESSEC, de Sciences Po, je vais essayer de ne pas en oublier, d'HEC, ESCP Europe, IAE Sorbonne, ISTH, l'Université du Panthéon-Sorbonne, Sorbonne 1, et le RIFID. Alors, ce sont des questions, pour la bonne organisation de notre matinée, je demanderai peut-être à chaque étudiant, vous êtes à peu près une dizaine, je crois, de poser une question. Je vais commencer par vous, mademoiselle. Alors, il faut que je me déplace avec un micro. C'est bon? Merci. Alors, ce que je vous demande, c'est simplement de donner le nom de votre établissement et puis de dire à qui vous voulez adresser votre question, s'il vous plaît. Donc, je viens de l'ISTH. Monsieur Pierre Rabhi, quelles mesures gouvernementales pourraient être mises en œuvre pour favoriser l'agroécologie? Et certaines de ces mesures ont-elles été adoptées par le Grenelle de l'environnement? Et si oui, ont-elles commencé à être traduites dans la législation? Pierre Rabhi. Oui. Écoutez, les dispositions que l'on peut prendre aujourd'hui concernant l'agroécologie nécessitent qu'on soit déjà conscient de ce que signifie aujourd'hui l'agriculture, c'est-à-dire celle qui nourrit les êtres humains partout dans le monde, malheureusement avec une asymétrie, dans le sens où il y a des populations humaines qui sont en suralimentation, mais cette suralimentation, elle est devenue de plus en plus toxique, c'est-à-dire que les corps, les organismes humains sont aujourd'hui atteints par une toxicité qui est sournoise, inconsciente. Tout ce que nous mettons, quand nous mettons un produit chimique dans le sol, la terre est un organisme vivant, vraiment vivant. C'est-à-dire que ça digère, il y a toutes sortes de micro-organismes, il y a des vers de terre, il y a des insectes, tout ça, ça travaille pour que la terre ait sa vitalité, sa propre vitalité. Et quand elle a cette vitalité, vous venez par exemple avec la graine. La graine, d'abord, ce que je conseille souvent, c'est méditer sur le miracle qu'il y a à l'intérieur d'une simple petite graine. Vous prenez une graine, vous la regardez, c'est absolument extraordinaire et vous savez qu'il y a à l'intérieur de cette graine un programme. Donc il y a une forme d'intelligence. Je ne dis pas qu'elle a un cerveau, mais je dis qu'il y a une intelligence qui l'amène. Déjà, cette méditation sur la vie commence par la graine. Ensuite, cette graine, vous allez la mettre dans le sol. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette graine, elle a anticipé sur le rebond qu'elle doit faire pour la vie. Elle a stocké en elle-même les nutriments dont elle aura besoin pour pouvoir commencer son processus. Elle l'a fait par anticipation. Est-ce qu'elle l'a fait par anticipation en réfléchissant? Non, je pense qu'il y a une intelligence à l'interne. Ensuite, cette même graine, vous allez la mettre dans une terre qui est saine, et quand on dit la terre-mère, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Quand vous allez la mettre dans la terre, elle va donc se déployer, grandir, pousser, jaillir. Les deux cotylédones, elle les a pris uniquement dans les substances qu'elle a stockées, et ensuite elle va s'ouvrir et elle va recevoir l'énergie solaire. Cette énergie solaire, elle va la connecter au cosmos. Et pour nous, il n'y a pas que le soleil, le rayonnement solaire, il y a toutes les planètes, il y a tout ce qui vit dans ce monde vibratoire extraordinaire, nourrit la plante. Et cette plante, si elle a les bons nutriments et si elle va être en bonne santé. Et quand vous allez la consommer, eh bien, elle va en quelque sorte la représentante à la fois de la Terre et du cosmos, parce qu'elle est native aussi du cosmos. Et quand vous vous nourrissez de cette nourriture-là, qu'est-ce que vous faites? Elle vous connecte au grand mystère de la vie.
Si dans cette même processus, vous mettez par exemple des engrais chimiques, ben les engrais chimiques vont faire ce qu'on appelle un effet de chélation, c'est-à-dire que la plante va se gorger de ces éléments chimiques et ne va plus pouvoir avoir tous les oligo-éléments qui sont absolument nécessaires à l'équilibre général de la voûte de la vie elle-même, où chaque brique a une place, et cette voûte, elle est aussi indispensable à l'équilibre. C'est pour ça que après, vous allez prendre votre sol, vous allez comprendre comment le nourrir, vous allez prendre de la matière organique qui sont des déchets, fumier, paille, etc. et vous allez les mettre en fermentation dirigée. C'est-à-dire que vous allez les faire fermenter de telle manière qu'ils aboutissent à reproduire un élément clé qui est l'humus. Parce que l'humus, c'est l'élément de réjaillissement de la vie. Et quand vous avez fait cela, eh bien, vous apportez une matière qui a une forte concentration bactérienne, forte concentration de nutriments de toutes sortes, oligo-éléments, sels minéraux, etc. Et vous allez cultiver avec cela. Donc voilà, votre graine va pousser et vous allez retrouver l'équilibre. Donc, si on n'a pas compris cela, évidemment, ensuite on vient aux décisions que prennent les politiques, aux décisions que prennent... S'il n'y a pas déjà une connaissance approfondie de ce que signifie aujourd'hui le système et le phénomène de la vie, je crois que les décisions, on va les ajourner parce qu'on aura toujours d'autres urgences, d'autres intérêts à faire, et cela est dramatique. L'agroécologie a secouru et secourt, et je prétends qu'aujourd'hui elle est indispensable au nord comme au sud. J'ai fait l'expérience des pays arides les plus difficiles. Eh bien, dans ces pays arides, la seule solution qu'on ait trouvée, et j'ai travaillé beaucoup sur le Sahel, etc., les zones qui ont été affectées par des grandes sécheresses, l'agroécologie, elle a vraiment la réponse. Vraiment la réponse absolue. Au Burkina Faso, j'avais trouvé donc quelqu'un qui pouvait prendre la décision qui avait décidé de faire de l'agroécologie une politique nationale, c'était Thomas Sankara. Thomas Sankara avait compris que c'était comme ça. Ça libère les paysans des engrais, ça évite les pesticides, ça évite la pollution des sols, la pollution de l'eau, ça permet de libérer du pétrole, des unités pétrole, etc. Donc je ne crois pas que les décisions gouvernementales seront prises si on ne met pas ce préambule que j'ai essayé de vous présenter, qui est l'absolue nécessité de changer d'orientation. Et je pense que les politiques, soit ils en sont ignorants, soit ils repoussent, ils ajournent les décisions parce qu'il y a d'autres intérêts, des marchands d'engrais, de ceci et de cela, soit véritablement, ils ont une véritable conscience de la problématique, c'est-à-dire la conscience de la problématique, c'est-à-dire qui va jusqu'à que fait-on de la vie, justement? Est-ce que nous sommes en train d'entretenir la vie ou de la détruire? Si, dans leur conscience, ça n'atteint pas ce niveau qui dépasse, évidemment, tout intérêt trivial et élémentaire, eh bien, je crois qu'il n'y aura pas de décision. Et quant au Grenelle, moi, je ne sais pas. Je ne veux pas dire que je sois très satisfait, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, une décision à prendre, justement, parce que les abeilles meurent de faim, meurent de toxicité, etc., j'ai l'impression qu'on a mis quelque chose qui amuse les gens, mais qui ne prend pas les décisions véritables. Je passe la parole? Non, mais on va... Oui, d'accord, très bien. Vous vous présentez? Oui. Bonjour, Sarah Gilcher de l'ESCP. Monsieur Comte-Sponville, vous défendez un capitalisme amoral, une entreprise en dehors de la morale. Frère Rouvillois, vous travaillez avec un grand nombre d'entreprises pour tenter d'y inculquer un idéal humaniste. Que pensez-vous de remettre les humanités au cœur de la formation des futurs cadres? Et à quel degré faut-il toucher l'entreprise pour recentrer la société autour de valeurs humanistes? Votre question est donc pour Frère Rouvillois. Alors d'abord, je ne défends pas un capitalisme amoral, je constate que le capitalisme est amoral. Je ne veux pas m'y attarder, mais enfin il me semble que ça saute suffisamment aux yeux. Ça ne veut pas dire que la morale n'a pas sa place dans l'entreprise. Moi, je pense que la morale a toute sa place dans l'entreprise. Je peux même vous dire exactement quelle est la place de la morale dans votre entreprise, pour ceux d'entre vous qui travaillent en entreprise. La place de la morale dans votre entreprise, c'est exactement votre place.
Autrement dit, ne comptez pas sur l'entreprise pour être morale à votre place. Et c'est justement parce que le capitalisme est foncièrement amoral qu'il n'y a de morale que pour et par les individus. Et ceux qui voudraient nous faire croire soit qu'on va moraliser le capitalisme au point qu'il va devenir intrinsèquement vertueux, ou que l'entreprise va être tellement morale que nous n'aurons plus à l'être, à mon avis, nous racontent des histoires, c'est de l'idéologie managériale. Merci. Alors, je suis d'autant plus d'accord avec André que l'observation montre que les lois, les règlements à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, on pourrait se dire, mais oui, certaines lois, alors bien sûr que certaines lois peuvent favoriser, ou l'absence de loi peut favoriser l'immoralité au sens grave. Croire que certaines lois favorisent la moralité, ça n'existe pas. Je pense que la loi ne favorise pas la moralité. Au mieux, elle la permet, c'est déjà beaucoup. Hein, je pense que rêver que la loi favorise la moralité, non, parce que la moralité, elle est dans les personnes, elle n'est pas dans la loi. Donc, si déjà une entreprise essaye par ses décisions réglementaires, si les lois à l'échelle nationale ou internationale, et certaines peut-être promues par l'OMC, ont le courage de permettre déjà, pour moi, les lois devraient permettre de rendre les choses visibles, de rendre les mécanismes dans ce qu'ils ont d'amoral et dans certains cas d'immoral au moins clairs. Comment on assume son immoralité, ça serait déjà pas mal. Et je pense qu'effectivement, globalement, le système capitaliste sauvage contemporain, il est immoral, il n'est pas simplement amoral, mais il faudrait l'assumer. Et d'ailleurs, on est tous dans l'immoralité, puisque nous contribuons tous les jours par nos achats. Enfin, moi, je suis d'un ordre mendiant, mais je vis sur les déchets des gens qui ont, donc c'est la même chose. Hein. Moi aussi, je contribue en profitant des déchets de ce que vous n'utilisez pas, à ce système qui est globalement complètement immoral, qui est d'une injustice flagrante à l'échelle de la planète. Voilà. Et donc, je pense que la question, elle est d'abord du côté des personnes. Alors, est-ce que les humanités peuvent aider? Ça dépend de ce qu'on appelle les humanités. Parce que les humanités, ça peut être un système de concepts et de représentations qui viennent favoriser l'auto-justification, grâce à laquelle on est d'une immoralité sereine. D'accord? Parce que c'est une spécialité occidentale que d'être moral dans ses principes et immoral dans sa manière de faire, parce qu'on est persuadé que de toute façon, on ne l'est que finalement immoral que pour le bien de l'autre et de la collectivité. Donc là-dessus, moi je pense que l'essentiel, c'est la pratique socratique et aristotélicienne rigoureuse, qui est d'interroger sans cesse la pratique des personnes. Et donc si les humanités, c'est accepter de se remettre positivement en cause, de s'interroger sur sa pratique, d'avoir le courage de voir en face la complexité de ce que l'on a à faire, d'avoir le courage d'admettre que c'est trop compliqué et que pourtant il va falloir décider. Aujourd'hui, vous avez la plupart des cadres supérieurs et des dirigeants ont trop de décisions à prendre, qui sont trop complexes et sur lesquelles ils n'ont pas la compétence. D'ailleurs, qui a cette compétence, étant donné la mondialisation? Mais pour moi, le travail philosophique, c'est d'assumer ça, sans angoisse. Et ça ne se fait qu'à l'aide d'autrui, parce que seul, on panique. Et puis d'essayer simplement de faire que ce que je peux, c'est-à-dire d'essayer d'être plus lucide, plus réaliste et de tenter, d'accepter que je ne peux que tenter d'être vers un peu plus d'humanité. Mais ça commence par le rapport à autrui physiquement présent. Ça ne commence pas par des lois générales qui sont censées aider les gens à l'autre bout du monde. Moi, je ne crois pas au développement durable, où on développe des écoles à l'autre bout du monde, alors qu'on est dirigeant d'une entreprise multinationale. Je pense que la première action éthique et la première action, si vous voulez, significative d'un dirigeant d'entreprise, c'est qu'il soit capable vis-à-vis de son collaborateur ou de sa collaboratrice d'avoir un niveau d'humanité qui fait qu'il se laisse remettre en cause par la présence d'autrui. C'est là que ça commence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, mais sans ça, il n'y a rien. Je crois que... André Consponville voulait ajouter sur la question de savoir si le capitalisme est amoral, comme je le crois, ou immoral, comme dit le frère Samuel, c'est peut-être un autre débat, mais on n'a guère le temps de le mener. Je crois qu'il faut aller au fond de l'essentiel. Pourquoi est-ce que le capitalisme est amoral ou immoral, peu importe le mot? Parce qu'il ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité, au désintéressement. Il fonctionne tout au contraire à l'intérêt personnel ou familial. Disons le mot, le capitalisme fonctionne à l'égoïsme. Mais attention, ça n'a jamais suffi, constater ça, ce sur quoi on peut être d'accord, ça n'a jamais suffi à réfuter le capitalisme. Moi, ce que je dis, c'est que le capitalisme fonctionne à l'égoïsme, c'est pourquoi il fonctionne si fort. Parce que l'égoïsme, depuis 100 000 ans, l'égoïsme vrai, c'est-à-dire l'égoïsme dilaté à la taille de la famille,
Mes enfants d'abord, ma femme et moi après, les autres, on verra s'il reste quelque chose. L'égoïsme, depuis 100 000 ans, est la principale force motrice en l'être humain. Et de ce point de vue, attention de ne pas accabler exagérément le présent, ce qui revient à enjoliver exagérément le passé. On vit dans un monde dur, mais il a toujours été dur. Le capitalisme, moral ou immoral, on peut en débattre, mais il est moins immoral aujourd'hui, malgré tout, qu'il ne l'était au XIXe siècle. Et même le capitalisme au XIXe siècle, c'était quand même un progrès par rapport au féodalisme au Moyen-Âge. Et même le féodalisme au Moyen-Âge, c'était quand même un progrès par rapport à l'esclavagisme. J'allais dire dans l'Antiquité, mais ça a duré bien au-delà, malheureusement, de l'Antiquité. Autrement dit, vous voyez, il ne faudrait pas que la lucidité sur les mots du présent nous fasse oublier les mots du passé, ni méconnaître le progrès. Parce que si on dit qu'il n'y a aucun progrès, que c'est pire que ça n'a jamais été, c'est totalement décourageant d'abord pour les jeunes gens. Ça veut dire qu'on s'est battu depuis 100 000 ans pour rien. Moi, je dis au contraire que nous vivons à l'époque, et dans les pays, l'Europe occidentale, les moins injustes, les moins cruels que l'humanité ait jamais vécu. Ma thèse, mais à mon avis, ce n'est pas une thèse, c'est un constat historique. C'est que jamais, en aucune autre époque depuis 100 000 ans, les plus pauvres et les plus faibles n'ont été aussi bien protégés qu'en Europe occidentale aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès à faire, mais ça veut dire qu'on a déjà fait des progrès et que ce n'est pas en oubliant ces progrès qu'on donnera aux jeunes le courage de se battre pour en faire d'autres. Et c'est vrai aussi, cher Pierre Rabhi, mais je pense que nous serons d'accord, pour l'écologie. Le fait que arrêtons de systématiquement accabler l'humanité, la culture, la technique, la science, et d'adorer systématiquement la nature. Lucrèce, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et bien avant la chimie, en tirait un argument contre l'existence de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que les dieux n'existent pas pour Lucrèce? C'est par exemple que les mauvaises herbes et les ronces poussent si facilement, et que les céréales poussent tellement difficilement. La nature n'est pas Dieu, la nature n'est pas là pour nous, la nature est indifférente. C'est la nature qui crée les maladies, du moins les premières. C'est la culture qui invente les médicaments. C'est la culture qui invente la médecine et le progrès de la médecine. Ça me fait penser à ce dessin humoristique, et je terminerai par là. Ça représente 2 ou 3 hommes préhistoriques, habillés de peau de bête, en train de discuter autour du feu. Et il y en a un qui dit « Je ne comprends pas. On ne fume pas, on ne boit jamais d'alcool, on mange bio, on fait beaucoup d'exercices physiques, on n'utilise aucun produit chimique et on a une espérance de vie qui ne dépasse pas 30 ans. » Je crois que Pierre Rabhi veut ajouter quelque chose. Monsieur Consponville a parlé de la nature, mais il oublie qu'il est la nature. Moi, je ne l'oublie pas. Vous êtes la nature. Par ailleurs, il a parlé de la féodalité. Il a parlé de la féodalité qui aurait existé auparavant. Moi, à l'école, on m'a appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Ça veut dire que la féodalité a changé simplement de nature, c'est-à-dire qu'elle s'est planétarisée. Et le modèle actuel est hautement féodal, dans le sens où si vous prenez, si vous voulez le configurer, vous allez le configurer avec une pyramide dans laquelle il y a l'Occident, effectivement, qui a évolué, mais on est passé par exemple par les 30 Glorieuses. Il faut savoir qu'il n'y aurait jamais eu de 30 Glorieuses si on avait pillé le tiers-monde. Jamais. Et les émigrés de l'époque, ils n'allaient pas pour chercher du boulot, ils allaient carrément pour confisquer aux gens leurs terres, leurs biens, etc. Donc la féodalité a changé de nature, elle s'est planétarisée. Et aujourd'hui, on a une pyramide dans laquelle, effectivement, si vous prenez le genre humain dans sa totalité, vous avez une minorité humaine qui a concentré tellement de richesses qu'elle ne sait même plus où elle en est, et puis au détriment du plus grand nombre qui souffrent, et y compris des enfants qui naissent non pas pour vivre, mais pour mourir,
parce qu'ils n'ont pas d'eau potable, parce qu'ils n'ont pas de nourriture, parce qu'ils n'ont pas de soins, etc. Alors dire que dans le passé il y a la féodalité et qu'aujourd'hui on est libéré de la féodalité, pour moi je ne partage pas cela. C'est une féodalité qui a changé de nature, c'est-à-dire toujours l'homme dominant l'homme concentrant les résultats de l'effort de l'homme à son profit, effectivement dans un égoïsme tellement exacerbé que cet égoïsme devient pratiquement un précepte et devient une idéologie. Donc, réfléchissons planète, ne réfléchissons pas simplement sur le passé historique. Et je peux vous dire que le pillage de la planète par l'Occident a été tellement énorme qu'aujourd'hui, on est dans la plupart de la misère que l'on rencontre aujourd'hui dans les pays du tiers-monde, c'est parce que justement cette féodalité a obligé des petits paysans modestes qui cultivaient leurs petits lopins de terre à cultiver pour exporter et pour faire du profit pour quelques-uns. Voilà, c'est pour ça que je vous dis la féodalité est loin d'être disparue. Voilà. Samuel Rouméioua voulait rebondir, mais je voudrais quand même qu'il aura l'occasion de le faire avec une question, à l'occasion des futures questions. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, je suis étudiant à HEC, et j'avais une question à vous poser sur la place de l'homme à travers la notion de travail. On voit actuellement que la place du travail dans nos sociétés est en pleine mutation. On le voit notamment avec la montée des suicides au travail. Et on voit aussi que finalement le travail est de moins en moins considéré comme un moyen de réalisation pour l'homme, et ce contrairement à ce qu'il a pu être par le passé. Et donc ma question est la suivante, finalement quelle place faut-il donner au travail dans la société d'aujourd'hui? Une société qui à bien des égards nous semble se déshumaniser, notamment au travail. Votre question est destinée à André Comte-Sponville? Oui, André Comte-Sponville. À la limite, il faudra interroger un sociologue plutôt qu'un philosophe, parce que sur le constat déjà, je ne suis pas certain des données que vous suggérez. Est-ce qu'il y a davantage de suicides aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Sincèrement, je n'en sais rien. Est-ce qu'on se suicide au travail aujourd'hui davantage qu'il y a 50 ans? Je n'en sais rien. Est-ce que le travail aujourd'hui est plus dur qu'il y a 50 ans? Je pense que pour au moins 3 salariés sur 4, c'est faux. Relisez ce qu'écrit Simone Veil sur la condition ouvrière dans les années 30, sans remonter jusqu'à Zola au XIXe siècle. Désolé, mais je n'ai pas compris ce que vous disiez, et au demeurant, il est difficile de débattre comme ça à travers la salle. Donc, vous voyez, il y a une question de fait, voilà, pour laquelle, encore une fois, interroger plutôt un historien ou un sociologue. Et puis, il y a une question de droit. Alors, sur la place du travail, mon idée, c'est que la place du travail dans une société est la place d'un moyen. Autrement dit, le travail est au service de la vie, au service de l'humanité, et non pas la vie ou l'humanité au service du travail. Je pense d'ailleurs que ça a toujours été vrai, et que parler du travail comme moyen d'épanouissement, en un sens, c'est se raconter des histoires. Je ne sache pas que les rentiers soient moins épanouis que les autres. Je n'ai pas entendu dire que les retraités étaient moins épanouis que les autres. Les chômeurs, oui, sans doute parfois, mais par manque d'argent. Un chômeur qui gagne 60 millions d'euros au loto, son épanouissement est hors de question. Bref, arrêtons d'adorer la nature, disais-je, arrêtons d'adorer le travail. J'entends souvent, là encore, dans l'idéologie managériale, il faut restaurer le travail comme valeur morale. Mais le travail n'a jamais été une valeur morale. Relisez les évangiles, il n'est pas écrit que je sache, travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime. Et c'est parce qu'on aime qu'on travaille. Alors, quitte à travailler, mieux vaut aimer son travail, mieux vaut faire un travail intéressant, créatif, plutôt qu'un travail oppressant et aliénant. Mais là, ça devient des évidences, voyez. Mais le but, par définition, vaut mieux que le moyen. Eh bien voilà, le travail est un moyen, le but, c'est une vie humaine, libre. Je dirais volontiers un peu comme faisait Aristote déjà. Aristote écrit « Le travail tend au repos ». Là, on pourrait traduire au loisir, au temps libre. Le travail tend au repos et non pas le repos au travail.
Autrement dit, on travaille pour vivre. Arrêtons de croire qu'il faudrait vivre pour travailler. Frère Samuel voudrait réagir. Alors, je pense que c'est intéressant parce que, d'abord on le sait, le travail est un objet philosophique récent. Marx est le premier à avoir vraiment écrit une somme philosophique sur le travail. On n'a rien avant, il faut remonter à Hésiode, avec quelques petits écrits au Moyen-Âge. C'est Aristote qui a dit des choses suggestives. Mais c'est ça, 5e siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à Marx, ça fait un petit vide, notamment du côté de la Sainte Église. À part Saint Benoît, Ora et Labora, mais enfin à part la formule, il ne nous a pas beaucoup laissé de traité théologique du travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense que précisément le grand progrès occidental, tel qu'il a été mené du XVIIe au XXe siècle, a pour finalité de se libérer de la servitude du travail physique. C'est-à-dire de l'obligation à devoir survivre et travailler pour survivre. Et je pense que là-dessus, je suis tout à fait d'accord, il y a d'énormes progrès. C'est-à-dire que l'organisation du travail, la coopération collective, l'invention de la machine, tout cela a permis de développer une puissance d'action qui nous a largement libérés de la servitude physique du travail et de l'obligation de devoir dépendre de son travail physique pour survivre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il faut, comme toujours, voir quels sont les dommages collatéraux ou les effets secondaires qui accompagnent ce progrès. Deux choses. La première, c'est que nous avons inventé la servitude psychique. Et donc, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, la souffrance psychique d'un cadre supérieur est inférieure à celle d'un agriculteur de la France de 1912. Je pense que psychiquement, il est dans un état bien plus catastrophique parce qu'il est en état de perte d'identité. Il ne sait pas ce qu'il fait, ni pour qui il le fait, et ni comment il faut le faire. Le paysan français de 1912 était effectivement dans une servitude physique, mais je pense que pour avoir connu même, moi avoir vécu encore à la ferme tous les étés jusqu'à 20 ans dans le Périgord, je fréquentais des gens qui sur le plan psychique, je m'excuse, étaient beaucoup plus sains, peut-être avaient une vision simpliste de l'existence, mais ils étaient dans un rapport psychique et même spirituel relativement simple à eux-mêmes et au monde dans lequel ils étaient. Et donc la complexification du système économique que nous avons créé, qui est aussi une complexification sociale, crée aujourd'hui une pression psychique sur les individus dont je dois tenir compte comme part de la servitude et de la souffrance. Et je dirais, nous avons inventé des modes de servitude psychique qui sont redoutables et qui sont les effets revers, encore une fois, de cette part de libération. La deuxième chose, c'est qu'au passage, nous nous sommes quand même affranchis de la servitude d'avoir à survivre, mais nous nous sommes aussi éloignés d'un rapport au monde physique, qui est quand même un des bénéfices du travail. Le travail, c'est pas simplement en baver et bosser. Le travail, ça n'est peut-être pas quelque chose qui rend heureux, mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qui structure. L'activité structurante élémentaire de la personne humaine, c'est quand même faire quelque chose. Nous avons commencé par essayer d'attraper nos pieds, nous jeter dans le vide pour gérer le déséquilibre dynamique qui s'appelle la marche. Ensuite, nous avons appris à gérer l'espace dans lequel nous étions, à découvrir ce qu'était la réalité des choses, nos limites, nos capacités, en maîtrisant, en transformant l'environnement. Donc l'activité de travail, c'est-à-dire l'activité de faire quelque chose, demeure pour moi la colonne vertébrale de la structuration de la personne, qui peut d'ailleurs en plus procurer du plaisir, parce que se voir structuré ou se voir en phase de dynamisme structurant, c'est épanouissant. Ça ne donne pas le bonheur, mais c'est épanouissant. Et beaucoup de gens d'ailleurs dans leur travail, quand ils ont la possibilité de le vivre sous cette forme-là, en témoignent. Donc ça, c'est le deuxième élément. Avoir complètement perdu ce sens du rapport au monde et du rapport à la nature, parce que la virtualisation du travail est telle que je ne sais plus ce sur quoi je travaille, je ne sais plus exactement ce que je fais, ni quelle est ma part, ça c'est une énorme question. Et puis je rebondirai une dernière chose sur la généralisation tout à l'heure. Je pense que nous avons fait un progrès énorme, nous avons malheureusement universalisé par la mondialisation à la fois les bénéfices mais aussi les pathologies de ce progrès. Parce que là aussi tout n'est pas blanc et évidemment noir, mais nous avons généralisé, mondialisé trop vite ce progrès avec sa pathologie avant de développer les antidotes à ces pathologies, avant de le mondialiser. Ça c'est mon avis. Et je ne suis pas certain que les cultures dans lesquelles nous inoculons du capitalisme sous forme d'intraveineuse en jugulaire, comme on le fait avec l'héroïne, soient au bénéfice des cultures dans lesquelles on les injecte. Je pense qu'il y a des vraies questions là, de compatibilité biologique et peut-être comment vous dire ça, de non-respect du bon moment pour faire les choses. Donc je pense que là, cette généralisation a un bénéfice, mais la question est de savoir quelle sagesse à la hauteur de cette puissance.
Et là, je pense qu'on est vraiment clairement comme des petits gamins qui viennent d'inventer un gigantesque système extraordinaire, mais dont ils ne savent absolument pas comment le vivre et l'assumer avec une sagesse collective qui ait du sens. Merci. Je vous donnerai après. Une autre question. Ça marche. Bonjour, alors je suis Benjamin, je suis de Sciences Po. Alors j'ai une question qui s'adresse à vous, Monsieur Raby, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure à propos des techniques agroécologiques que vous avez mis en place, notamment au Burkina Faso. Vous avez prouvé qu'il était possible d'augmenter les rendements de 100% à 200%, et ce sur des terres très arides. Et je voulais savoir quels sont selon vous les obstacles à la divulgation de ces techniques. Est-ce qu'elles sont liées à la libéralisation du commerce international qui fait que nos produits vont envahir les marchés dans les pays en Afrique? Ou bien sont-ils de nature agronomique, c'est-à-dire que les pratiques que vous préconisez ne peuvent fonctionner que sur des terres marginales? Voilà, merci. Oui. Je réponds d'emblée à la dernière. Les terres, ça fonctionne sur absolument toutes les terres, puisque ça rejoint en quelque sorte la logique planétaire, c'est-à-dire de tout l'ensemble de la biosphère, du nord au sud, enfin l'ensemble de la biosphère fonctionne sur les mêmes critères, et donc comme il s'agit d'une biosphère unifiée avec des éléments qui sont reproductibles partout, avec des variations évidemment. On sait très bien que bon, il y a des biotopes en fonction des climats, en fonction de ça. D'ailleurs, la grande merveille, si vous voulez, de cette planète, c'est que au fur et à mesure que vous l'examinez, que vous la contemplez, ben, vous voyez qu'il y a une diversité extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la même énergie de la vie, mais elle diversifie son expression. L'expression de la vie est diversifiée, mais ce sont exactement les mêmes règles. Le compost, l'humus, enfin, etc., on en a besoin partout, sur toute la planète, parce que c'est le fondement même de la survie et de la continuité de la vie. Pour ce qui concerne la généralisation, donc nous avons démontré que ces méthodes-là fonctionnent. Et je ne vous parle pas dans le vide, c'est-à-dire que ce ne sont pas des théories générales. Si vous allez sur notre blog, vous verrez tout ce qui a été fait en Afrique, au Maghreb. Aujourd'hui, on est impliqué d'ailleurs même dans les pays de l'Est. Pourquoi impliqué dans les pays de l'Est? Parce qu'il se trouve que je me suis occupé d'un monastère qui s'appelle le monastère de Solan, à côté d'Uzès, de moniales orthodoxes qui ont voulu traiter un domaine selon les critères que je leur proposais. Ce domaine est devenu maintenant exemplaire. Elles font du vin absolument extraordinaire. Certains même disent que c'est du vin thérapeutique. Et donc prescrit probablement par la médecine bientôt. Et puis tout l'écosite est merveilleux parce qu'il se trouve qu'il y a la fameuse écrevisse à pattes blanches qui devient rare. Enfin bon, et suite à cela, je suis invité par le patriarche de Roumanie qui me dit Solan, c'est formidable. Et nous voudrions faire comme Solan, mais attention, nous, c'est 500 monastères. Donc on est engagé dans un programme sur 500 monastères. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a une chose que je vous dirais avec bien respect, respect. Ce que je reproche aux religions, c'est qu'elles ont beaucoup proclamé que la création était sacrée, mais ils auraient dû être les premiers écolos, ça devrait être les religions. Parce que d'un côté, on ne peut pas proclamer que la création est sacrée, et de l'autre côté, la laisser polluer, la laisser, etc. Donc il y a une incohérence. J'ai un petit contentieux avec les religions à ce niveau-là. Voilà. Moi aussi, voilà. Et par ailleurs, donc ce qui fait obstacle aujourd'hui à une logique qui a été éprouvée, et éprouvée très sérieusement, Dieu fasse qu'on n'abolisse pas le travail, parce que moi j'aime travailler, mais j'aime travailler dans la logique de la vie. Et quand je travaille dans la logique de la vie, ou même je suis menuisier, je fais un peu de tout, eh ben, j'ai la joie. Je ne considère absolument pas ça comme une servitude. Ça devient servitude quand on travaille sans joie et sans bonheur. Mais quand on le fait avec bonheur, on a besoin de travailler. C'est un besoin.
relever un mur qui est tombé, construire avec des pierres, c'est pas de la servitude. J'utilise des outils, hein, j'utilise des tracteurs, enfin, etc. Alors, ce qui fait, à mon avis, obstacle au fait de l'évolution de l'agroécologie comme principe efficace pour permettre à l'humanité de mieux se nourrir et en prenant évidemment en priorité les êtres humains qui tous les jours n'ont rien à manger, eh bien, ce qui fait obstacle, c'est évidemment la logique générale du capitalisme, des entreprises qui fabriquent des engrais, qui n'ont pas envie de se retrouver du jour au lendemain sans marché, des fabricants de pesticides qui trouvent du profit, des fabricants des machines, etc. Donc tout le système tout entier aujourd'hui est basé évidemment sur cette dynamique, disons, de l'égoïsme et de la frénésie productiviste, et donc du capitalisme et de l'accumulation financière, fait qu'on n'est pas les bienvenus quand on leur dit mais un paysan, il peut se passer de vos engrais, il peut se passer de vos pesticides, il y a le travail du sol, on peut améliorer le travail du sol, on peut améliorer la santé des plantes, et on améliore la santé même des personnes. Eh bien, les laboratoires pharmaceutiques n'y trouvent pas leur compte, les producteurs d'engrais n'y trouvent pas leur compte, et donc du coup, on est en quelque sorte pas souhaité du tout. Et vous savez très bien, j'ai pas besoin vous savez beaucoup mieux que moi quelles sont les influences qui sont faites sur les États, sur les décisions qu'il faut prendre, alors qu'aujourd'hui, décider unanimement et planétairement que la démarche écologique est la seule démarche qui puisse amener l'humanité à survivre, parce que je ne suis pas du tout l'adorateur de l'écologie, c'est-à-dire que je pense que c'est un fait, c'est tout, c'est un fait, une réalité, je suis biologique. Je viens de manger mon petit déjeuner, prendre mon petit déjeuner, je me dis pas il faut que je digère, non, ça se fait tout seul. Donc les choses se font, et je suis un mammifère. Je suis un mammifère, certes érigé, ce que vous voudrez, mais je suis un mammifère. Donc il ne s'agit pas de faire le clivage nature et nous, sous le prétexte que notre mental s'est développé, hyper développé, raisonneur, etc. C'est pas pour autant que nous ne sommes pas issus de la nature. Je suis tout à fait vulnérable à la maladie, je suis vulnérable à la détresse physique de tout le monde, donc ça veut dire que je suis dans la même loi et de la même règle, je ne sépare pas les choses. Donc toutes ces raisons, si vous voulez, pour l'empêchement et l'extension de l'agroécologie, nous sommes férocement en train de vouloir cette extension, puisque nous venons de créer une fondation, je fais ma petite pub quand même, c'est la petite pub, pour vraiment disposer des moyens pour propager au maximum l'agroécologie comme la seule solution d'avenir, parce qu'elle rejoint les lois éternelles et irrévocables de la vie, et en prenant en compte ces lois irrévocables, eh bien, il y aura une survie de l'humanité. Parce que vous savez, maintenant, les sols sont pollués, l'eau est polluée, l'eau est une nourriture, etc. Et dans ce processus-là, c'est un processus suicidaire, et il serait temps que les gouvernements, justement, prennent des décisions et prennent des options fortes, pas des demi-options pour contenter les uns et les autres. Si on avait l'élévation, parce qu'on parle beaucoup de prise de conscience. Moi, ça me rappelle l'électricité. C'est comme s'il y avait une prise de conscience, il suffit de se brancher sur la conscience pour l'avoir. C'est pas ça. C'est une élévation de la conscience, c'est-à-dire que plus on s'élève, plus le paysage se clarifie et l'ordre des choses devient. Eh bien, l'ordre des choses aujourd'hui n'est pas perçu. C'est que nous sommes en train, petit à petit, de transgression en transgression des lois irrévocables de la vie qui ont existé bien avant nous, en train de transgresser et donc de nous suicider. Alors il serait temps de devenir intelligent. Allez-y. Oui, Ça sera peut-être la dernière parce qu'il faut qu'on passe la parole au public après. Oui, donc Jennifer Cosmao de l'ISTH. Donc Monsieur Rabi, pour continuer un peu sur le sujet, donc vous insistez bien sûr sur la nécessité de promouvoir une agriculture biologique, mais insister, encourager sur des actions isolées, individuelles, permettre à des petits agriculteurs de s'engager dans la voie d'une agriculture durable. Est-ce que ce n'est pas un peu cosmétique, un moyen de se donner bonne conscience, alors qu'à côté des États comme la Chine ou même la France,
encouragent et continueront à encourager la dégradation de la planète, comme l'illustre par exemple le récent engouement pour les biocarburants, enfin biocarburants entre guillemets parce qu'ils sont tous sauf bio. J'ai pas entendu la fin. Encourage là Encourage les biocarburants, par exemple. Ben, je suis totalement opposé à tout ce qui, en fait, ne maintient pas la véritable vocation de la Terre qui nous nourrit. Elle doit être simplement nourricière. Je ne fais pas de l'idolâtrie, je fais simplement du constat. C'est-à-dire que la Terre est faite pour nourrir l'humanité. Sans la Terre, on ne serait pas là, qu'on le veuille ou non. Quand on parle de terre-mère, ce n'est pas simplement un symbole ou une esthétique, c'est une réalité. Pour moi, en tout cas, qui est cette expérience-là. Donc aujourd'hui, évidemment, il faudrait quand même prendre en compte le fait qu'il faut faire un inventaire des possibilités pour le futur. Je pense que sans nourriture, il n'y a plus rien d'autre qui puisse se poursuivre. Et il me semble qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une gestion des sols nourriciers qui les sauvegarde. D'ailleurs, je parlerai de ça presque pour tous les éléments qui sont absolument vitaux. Moi, je dirais que la terre, l'eau, les semences, parce qu'on a perdu 60% des semences acquises de l'humanité depuis la révolution néolithique, justement par les gros trusts qui éliminent tout ce qui est pour installer, par exemple, des semences hybrides, des semences OGM. On est en train d'enlever les OGM, et petit à petit, est confisquée à l'humanité tout entière la capacité à survivre par elle-même avec les ressources dont elle dispose. Et là, il devrait y avoir des lois internationales qui partent sur le principe de la préservation de tout ce qui est indispensable à la continuité de la vie. Le sol, l'eau, etc. Ça devrait être une règle internationale. Nous n'avons pas le droit, nous, aujourd'hui, de faire du capitalisme et de la productivité, de la surproductivité avec une part de 40 à 50% de déchets, et puis laisser aux générations futures des sols qui seront morts, de l'eau qui sera polluée, des semences qui auront disparu. C'est-à-dire que c'est carrément la mise en route d'un génocide. Est-ce qu'on a vraiment conscience que nous sommes dans un processus de génocide? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que quand on est éloigné des réalités vivantes, on n'a pas les moyens de mesurer qu'est-ce que vivent ces réalités vivantes et quel est le processus qui est en train de les neutraliser et de les amener à être obsolètes. Et ça, malheureusement, ce n'est pas dans une civilisation hors sol, avec tout le respect que je vous dois. C'est pas quand on est dans une civilisation hors sol, c'est-à-dire dans un système confiné, et tellement confiné qu'il ne nous permet pas le regard large sur la réalité vivante dans laquelle nous sommes insérés, eh bien, nous avons tendance à créer une réalité exiguë. Et on pense que dans cette réalité exiguë, on peut se contenter simplement de raisonner, alors qu'en fait, la vie, elle et la planète continuent son processus qu'il faudra bien comprendre pour ne plus le transgresser, parce que toute transgression, et la nature a éliminé des quantités d'espèces, toute transgression contre les lois fondamentales de la vie, on les retrouve, constitue une sanction. Quand on maltraite la Terre, on a un cancer, on a des cancers, on a toutes sortes de pathologies. Donc aujourd'hui, je pense que, pour finir, il me semble qu'aujourd'hui, s'il y avait des extraterrestres en train de nous examiner, ils diraient ils sont surdoués mais crétins. Parce qu'on ne peut pas conclure aujourd'hui que notre système global est intelligent. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, nous ne sommes pas dans l'intelligence. Mais l'intelligence, ce n'est pas une question de cerveau. L'intelligence, c'est une question de connexion à l'intelligence de la vie. Et si on ne s'est pas connecté à l'intelligence de la vie, on a l'intelligence confinée qui est, si vous voulez, à la mesure de notre exiguïté. Et malheureusement, ce n'est pas ça l'intelligence. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'humanité passe par une élévation de conscience, une telle élévation de conscience qu'elle comprenne qu'il y a des lois qu'on ne peut pas transgresser. Ce qui se passe au Japon maintenant donne finalement deux éléments. Les transgressions, notre vanité à croire que nous pouvons maîtriser les choses, et de l'autre côté, la nature nous fait bien comprendre que nous sommes certes, nous pouvons être grands, mais nous pouvons être aussi totalement insignifiants.
Samuel Rouvillois souhaitait oui, mais j'avais réagir. Une petite question pour Pierre Rabhi, parce que si on va jusqu'au bout de ce que vous dites, et je crois que fondamentalement, je dirais la base de votre raisonnement me semble complètement sain, et d'ailleurs, voilà, il rejoint toute une partie encore une fois, Hésiode écrivait déjà là-dessus, moins 7 siècles avant Jésus-Christ, dans les Travaux et les Jours, sur la nécessité d'obéir à la sagesse des lois de la nature comme forme fondamentale de découverte de la sagesse des dieux et du rapport des hommes aux dieux. Ma question, elle est que si on va jusqu'au bout, c'est pas simplement des ajustements autour de la bioagriculture, c'est au fond des modèles de société. C'est de renoncer à de la croissance durable. Ce sont des ruptures, ce sont des déstabilisations sociales, ce sont des renonciations personnelles à des bien-être immédiats, parce que nous sommes tout à fait capables d'être à fond pour l'écologie, de lire Côté Sud et d'aller dans sa maison de campagne avec son antenne parabolique, son 4x4 et son téléphone portable. Il n'y a pas de problème avec ça. On est super branchés pour faire les deux à la fois. Et donc nous voulons bien promouvoir des choses à condition que ça n'atteigne pas certains de nos bien-être. Donc je rejoins ce que disait André sur le fait que bien sûr que l'égoïsme est là à l'œuvre. La difficulté, c'est que le système d'interaction dans lequel nous sommes aujourd'hui nous a rendus tellement proches que ou nous nous faisons beaucoup de mal, ou nous choisissons de nous faire du bien. Qu'est-ce qui va nous obliger, et c'est ça ma question, qu'est-ce qui nous obligerait, parce que je ne crois pas que l'intelligence et la conscience suffisent. Ce Géicine disait à Harvard en 78, il ne vous manque pas l'intelligence à vous, si ce n'est l'ouverture à la transcendance, disait-il. Ce qui vous manque, c'est le courage. Et donc le problème, c'est quel est le déclic qui va permettre à des personnes, à des groupes, à des sociétés, à des organisations internationales de décider, non pas l'utopie, parce que c'est pas vrai, jamais une collectivité ne décide l'utopie. La collectivité, elle décide ce qui l'arrange pour son bien-être immédiat. Faut pas rêver, c'est pas généreux une société humaine. Un individu peut l'être, jamais une société. Elle vise à la moyenne et à la sécurisation globale. La question, c'est ça, c'est où aller chercher dans le cœur de l'homme cette espèce de déclic qui fait que, bien, il va choisir de perdre des avantages. Soyons clairs, même de souffrir pour une part, parce que la perte d'un bien-être, c'est vécu comme une souffrance. Donc pour moi, elle est là la question. C'est-à-dire, et tant qu'il n'y a pas de nouvelle société, si on ne travaille pas là-dessus, que le rapport à la nature soit un espèce de paradigme fondamental, ça j'en suis convaincu. Mais il n'est pas suffisant. Et voilà. Et donc, quoi en plus de cette prise de conscience collective, mais qui malheureusement n'embraye pas sur du courage? André Consponville. Oui. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le frère Samuel, et une bonne partie aussi de ce qu'a dit Pierre Rabhi. Mon idée, si vous voulez, c'est que l'idée de transformer l'humanité est toujours illusoire. Parce que l'humanité est une espèce naturelle, là-dessus je suis bien sûr d'accord, nous sommes dans la nature. Pour moi, la nature, c'est le tout du réel. Je ne crois en rien de surnaturel, ni d'extra-naturel. L'humanité est dans la nature, donc l'égoïsme aussi. C'est pourquoi d'ailleurs je crois qu'on n'a jamais transgressé, mais après c'est une question de vocabulaire, mais aucune loi de la nature. Je vous mets au défi de violer quelque loi naturelle que ce soit. Simplement, l'égoïsme est dans la nature, l'intelligence aussi. Et là où je rejoins et Samuel et Pierre Rabhi, c'est que dès lors que nous ne pouvons pas devenir généreux, arrêtons de nous raconter des histoires, il nous reste à devenir un peu plus intelligents. Autrement dit, exactement à être solidaire. Parce qu'on confond souvent à tort la générosité qui est désintéressée avec la solidarité qui par définition n'est jamais désintéressée puisqu'elle est une convergence d'intérêts. Bref, le choix c'est pas être égoïste ou non. Le choix c'est d'être égoïste ensemble et intelligemment, ce que j'appelle la solidarité, ou bêtement et les uns contre les autres. Et là nous avons une marge de manœuvre. Là nous pouvons avancer. Et ça passe non pas seulement par une prise de conscience individuelle, même si c'est important, mais par un combat politique. Parce que si nos sociétés, j'y reviens, ont fait de considérables progrès depuis 10 000 ans et encore depuis 2 siècles, c'est pas parce qu'on serait meilleur moralement que les anciens. C'est parce qu'on a fait de la politique, parce qu'on a voté des lois. Autrement dit, mon idée, c'est que l'humanité ne progresse pas parce qu'elle est dans la nature, mais que les sociétés peuvent progresser, et c'est pour ça qu'on a fait et qu'on fera encore de la politique. Si bien que l'écologie, alors c'est aussi une science, j'en suis d'accord, mais c'est aussi un combat.
Mais précisément ce combat pour l'écologie, qui au fond est le combat pour sauver la planète, comme on dit, mais c'est-à-dire aussi et surtout pour sauver l'humanité, c'est un combat non pas pour être moins égoïste, encore une fois, mais pour être égoïste ensemble et intelligemment. C'est par égoïsme que nous avons intérêt à changer notre mode de développement. Merci. Il faut que je donne la parole au public. Si, après. Alors écoutez, on va essayer de vous donner la parole. Je suis désolé, on a avancé dans le temps et c'était fort intéressant et on ne pouvait pas couper comme ça les développements. Si on a le temps, je pense, de prendre une ou deux questions. Je vous demanderai simplement dans votre question de poser une question, c'est-à-dire de ne pas faire un commentaire, s'il vous plaît. Alors, qui veut se lancer? Monsieur? Oui, Charles Jonaudeau. Une question, hein? Oui, je suis professeur de méditation. Je voulais poser une question au frère Samuel. Bon, ça rejoint un petit peu les propos de Pierre Rabhi, à savoir qu'effectivement, Pierre Rabhi constate que la nature est sage, intelligente, et il a parlé de l'intelligence de la vie, s'il réfère évidemment aux lois de la nature. Il faut que l'être humain arrive à une prise de conscience. La question, c'est de savoir comment déclencher cette prise de conscience. Et je voulais poser la question au frère Samuel. Comment est-ce qu'il voit le développement spirituel de l'humanité pour parvenir à cette prise de conscience, puisqu'effectivement, on vit dans un monde où le développement intellectuel est présent, mais donc on n'a pas besoin de développement intellectuel, on a besoin d'une plus grande sagesse, d'une plus grande conscience de l'humanité, et ça pose la question du développement spirituel, y compris et peut-être surtout en dehors des religions, puisqu'on a vu ce que les religions ont fait dans l'histoire. Donc pensons plutôt au développement spirituel hors religion. Alors d'abord, évidemment, un petit mot sur les religions. Je pense que les religions, c'est une catastrophe inévitable. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas éviter de s'interroger sur l'au-delà de lui-même. Je pense que d'ailleurs, dans les vraies traditions religieuses, la transcendance est moins pensée sous une forme surplombante. Hein. Ça, c'est notre pathologie occidentale, catholico-protestante du XVIIe, XIXe siècle, hein, de penser à un Dieu qui nous surplombe d'en haut, qui surveille tout et qui nous flique et qui, à la fin, nous punit. Enfin, ce genre de pathologie, 6 ans et demi, si vous voulez, passez-moi l'expression, c'est pas ça les traditions religieuses. Les traditions religieuses, normalement, ont été les premières. Vous prenez l'hindouisme, vous prenez le bouddhisme, vous prenez le bouddhisme qui n'est pas d'ailleurs une religion, mais vous prenez le taoïsme, vous prenez tout l'animisme africain, vous prenez le judaïsme, vous prenez le christianisme, et vous verrez que le rapport dans ces traditions les plus profondes, le rapport à la nature, il est sain et il est bon. Je dirais même d'ailleurs qu'on juge la qualité d'une tradition religieuse à ce qu'elle dit sur le rapport de l'homme à la nature. Et la manière à la fois, elle ne l'enfouit pas à être simplement un élément de la nature et à se résoudre à n'être que ça, et en même temps, elle le prévient de l'hubris qui considérerait que la nature n'est qu'une espèce de chose dont l'homme peut se servir selon ses désirs et ses projets. Et donc je dirais que c'est une catastrophe parce qu'effectivement, les fonctionnements d'une institution collective qui prétend parler de l'invisible est hautement dangereuse, mais c'est ce que font d'ailleurs les organismes politiques comme les entreprises, qui vous parlent de projets encore non réalisés, c'est-à-dire non visibles, et qui vous vendent du futur exactement comme le font les religions, et de manière aujourd'hui, en tout cas à mon avis, aussi dangereuse quand il s'agit d'entreprises internationales ou d'organisations politiques, elles aussi internationales. Donc je pense que les pathologies des religions devraient servir aux organisations internationales et aux grandes entreprises, parce qu'on a un peu d'avance du côté du mal, si vous voulez, donc on devrait pouvoir leur donner des conseils sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais je dirais personnellement, les religions m'intéressent moins que les traditions religieuses et la démarche des personnes. Et là, on revient sur ce que vous disiez sur le spirituel. Moi, je pense personnellement, mais c'est parce que, évidemment, je suis marqué par la démarche qui est celle de l'Évangile, c'est que la clé, je l'ai dit tout à l'heure, elle est dans la fragilité de la personne. Je pense que le changement, il n'est pas simplement dans l'intelligence, parce que l'intelligence, elle est aussi animée par l'égoïsme. Et que les seuls basculements, c'est quand je ne peux plus me permettre l'égoïsme parce que je n'ai plus rien. Je le redisais tout à l'heure, je pense qu'il y a une philosophie qui se fait au chevet des mourants, au chevet des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir être dans une vie normale, qui sont déclassés de la vie, aussi bien de la possibilité de vivre en harmonie à la nature, parce qu'ils sont hantés par la maladie, parce qu'ils sont dans la marginalité. Je pense qu'il y a quelque chose dans les failles de l'homme qui reste à penser
Je ne pense pas que la faille n'est qu'un mal. La faille est un mal, la maladie est un mal, la mort est un mal, la déchéance dans la vieillesse est un mal, même le conflit est un mal. Tout à fait. Mais il se passe quelque chose dans le cœur de l'homme dans ces situations-là, dans les situations où il ne sait plus quoi faire, où il est en impuissance. Là apparaissent des choses dans les solidarités, dans les rapports humains, qui me semblent tout à fait essentielles. Et si l'humanité n'a pas progressé sur beaucoup de points, là elle a progressé. Jamais l'humanité n'a été aussi sensible à la dignité de la personne humaine, même si elle ne la respecte pas plus qu'avant. Hein, arrêtons de croire que le 21e siècle, ou que le 20e siècle a plus respecté la dignité humaine que les autres siècles. Jamais on n'a inventé des barbaries collectives aussi effroyables qu'au nom de l'homme, au 20e siècle. Et donc, mais là où on a progressé, c'est du côté de la sensibilité et du côté de la capacité, je pense, personnellement et collectivement, à dire quelque chose de ce qui, dans la personne, comment dire ça, est plus profond que les abîmes de pauvreté, d'impuissance. Voilà, je pense qu'il y a là des expériences. Bien sûr que j'ai beaucoup aimé Les Dieux et les Hommes, pas tellement cinématographiquement, mais parce que ces hommes n'ont pas choisi d'aller vers le martyre. Ils ont simplement choisi à un moment donné, là où ils ne pouvaient pas faire un pas, de s'appuyer les uns sur les autres pour faire un pas, auquel ils n'ont pas donné de signification par eux-mêmes. C'est les autres qui ont donné la signification au pas qu'ils ont fait, puisqu'ils l'ont fait pour les autres. Dans ces situations-là, elles ne sont pas simplement des situations héroïques. Je ne vais pas faire de l'hagiographie, d'accord ? Il ne s'agit pas de transformer ces gens en des saints. Mais dans nos situations, y compris quotidiennes, il y a des lieux d'impuissance, il y a des lieux d'échec, il y a des lieux où l'égoïsme est capable, sur des micro-choses, de basculer dans une main tendue vers celui qui me l'attend. Voilà. Là-dessus, je pense que humainement, il y a des choses à vivre. Et que l'humanité est en train d'arriver dans cette situation où elle ne peut pas ni dire l'avenir, ni savoir comment on s'en sort. Moi, je trouve que c'est une situation d'espérance. Madame. Bonjour et merci de me donner la parole. Pierre Rabhi, vous avez, il y a quelques années, donc essayé la présidentielle. Et moi, j'attends quelqu'un. Moi, j'attends quelqu'un pour qui je vais pouvoir voter, parce que je me rends bien compte que c'est pas seulement à mon petit niveau dans mon jardin, ou ici aujourd'hui, où je pense que tout le monde est convaincu. Donc en fait, ces grandes assemblées, je me suis demandé pourquoi j'étais là, ça me rassure un peu de voir qu'il n'y a pas que moi. Mais j'ai besoin de voter pour quelqu'un, moi. Alors qu'est-ce que vous m'en dites ? Ben, je vais faire comme Obama. Mais non, ce n'est pas le cas. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire de présidentielle de 2002, c'est qu'en fait, je n'avais aucune ambition politique, c'est-à-dire que je n'ai jamais... J'étais à des années-lumière de me présenter aux élections présidentielles. Simplement, ce sont des amis, certains de mouvements écologiques qui m'ont dit, ben voilà, tu as essayé de mettre en cohérence ta vie avec ta pensée, tu as une légitimité à peut-être dire quelque chose au niveau des présidentielles, ton message nous touche beaucoup. Et puis finalement, j'ai demandé un mois de réflexion avec beaucoup d'insomnie, beaucoup d'interrogations sur est-ce que c'était judicieux que je me présente aux élections présidentielles françaises. Et puis finalement, l'évidence est arrivée, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes circonscrits ou limités à dire on est de droite, de gauche, voire l'écologie, ou bien les propositions que vous connaissez qui vont plus encore dans l'extrême, mais on n'a pas le lieu d'expression qui correspondrait à toutes les aspirations qu'ont un nombre très important de personnes, mais qui ne savent pas où les exprimer. Donc à ce moment-là, je me suis dit peut-être qu'il faut tenter quand même le coup de nous donner une petite tribune. Et on s'est lancé donc au Caïdo dans la présidentielle, en ne connaissant rien à la politique, en apprenant tout en marchant, comme on dit. Et puis on a donc établi un programme complètement atypique. Hein, ça a été justement un gros mot, la décroissance, un très gros mot. Dans le contexte de l'époque, c'était encore pire. Le féminin au cœur du changement, parce que nous sommes dans une société dans laquelle, qu'on le veuille ou non, le féminin est subordonné, planétairement. Et c'est une anomalie terrible, parce que nous avons besoin des deux éléments.
L'autre critère, c'est que nous préparons nos enfants à la vie sur la base sociale de la compétitivité et de la compétition. Donc si on prépare un enfant dans ces bases-là, eh bien, on commence par l'angoisser. C'est-à-dire que comment dire, la peur d'échouer prend le dessus sur l'enthousiasme d'apprendre et l'enthousiasme d'être serein. Nous avons parlé de relocaliser l'économie, parce qu'il est anormal que nous nourrissions avec des denrées qui font des milliers de kilomètres en polluant, etc. Nous avons voulu aussi qu'il puisse y avoir un changement de paradigme radical, et ça c'était fondamental, c'est-à-dire mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et organiser le monde à partir de ces deux critères fondamentaux. Et toutes ces choses-là, amener évidemment, introduisez une chose qui manque à ce monde d'aujourd'hui, c'est la poétique. La poétique est reléguée, l'esprit est relégué. Donc nous avons tenté de dire la vie n'est pas simplement ce qu'il y a de tangible, mais ce qui relève aussi de ce qui nous nourrit autrement que par le tangible. Bien sûr la réflexion, bien sûr la poésie, bien sûr l'esprit, et je dirais l'esprit, le silence, enfin toutes ces choses-là. Donc notre campagne électorale et notre programme électoral est tombé de la lune, voilà. Et on s'est dit jamais on y arrivera. Et en fait, miracle, nous n'avions très peu de temps. En 2 mois et demi, nous avons collecté presque 200 signatures d'élus. Certains nous ont dit même « Oh, dommage, si j'avais su, je vous aurais donné ma signature parce que j'adhère à ce que vous dites, etc. » Certains ont envoyé non seulement la signature, mais en plus une cotisation, etc., etc. Donc effectivement, ce que nous voulions, c'est essayer de donner la parole ou de nous créer à nous-mêmes une tribune. Et ça a été le cas, ça a été un grand débat national. On a créé 96 structures au plan national de débat, y compris dans les dom-toms, etc. Et donc on peut dire sans être arrivé aux 500 signatures et sans être arrivé à être validé pour aller plus loin, nous avons quand même réussi quelque chose de vraiment formidable. Alors après, on m'a harcelé en me disant si tu t'y prends plus tôt, on va démarcher, on aura les 500 signatures, on aura tout ça. Et je me suis dit, mais je fais quoi avec 500 signatures ? J'ai du mal à croire que la politique actuelle est en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui. Ça n'est pas vrai. On est en train de faire des ajustements, de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond pour essayer quand même de lui donner une apparence de réalité, alors qu'il est creux. Il n'y a pas de véritable. Alors j'ai donc dit, voilà, alors pour 2012, scoop, je ne vais pas... Vous le direz à personne, hein, je suis en train de le dire. Ben, en réfléchissant, je me suis dit finalement, effectivement, nous sommes nombreux à ne pas savoir comment nous exprimer. Puisqu'on a, au pire, si on n'a rien d'autre, le bulletin blanc qui ne signifie rien, alors que moi, par mes conférences, par le fait que je circule beaucoup, que je rencontre beaucoup de monde, etc., je sais qu'il y a une aspiration forte des gens à un monde différent, à un monde plus humanisé, etc. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas, en 2012, tenter une campagne électorale parallèle, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'ambition politique, nous voulons parler de la vie surtout, et donner une tribune à la vie elle-même, c'est-à-dire à l'être humain, à la vie, en essayant de réunir sur le principe que d'un côté, vous avez la politique qui se maintient, mais à mon avis, n'est pas en phase, et de l'autre côté, la société civile est très inventive du futur. Je vous assure que la société civile comment dire, elle est en préparation du futur. Parce que je vois le nombre d'initiatives qu'il y a partout, dans tous les domaines, de l'éducation, ma propre fille a créé des écoles, etc., d'architecture, de l'agriculture, de la nutrition, de la santé, tout le monde travaille, de l'énergie, etc. Il y a donc, c'est un vaste laboratoire, un laboratoire extraordinaire dans lequel se propose le futur. Sur la base, effectivement, de la modération à laquelle il faut venir, que vous le disiez, on ne peut pas aller au-delà de ce que la réalité nous permet. Voilà. Donc, tous ces gens-là qui travaillent partout, eh bien, comment leur donner un mode d'expression? Nous avons déjà créé plusieurs structures, évidemment, qui expriment ce que nous voulons concrètement. Formation, etc.
Quand vous parlez de l'homme, bien entendu, moi je ne pense pas qu'il puisse y avoir de changement si on ne travaille pas sur l'être humain lui-même, puisqu'il est le dénominateur le plus important et le plus déterminant de la révolution de l'histoire. C'est l'homme qui doit changer pour que l'histoire change. Et donc nous nous sommes dit, ben voilà, on va faire cette campagne parallèle en 2012, on se prépare, on écrit un manifeste qui sera validé. Une fois qu'il sera validé, ben on va le diffuser, et en 2012, eh bien, nous créerons nous-mêmes notre propre tribune, sur la base de 4 critères qui me paraissent indissociables. Le premier, c'est qu'il faut absolument changer de paradigme. Ce paradigme-là n'a pas d'issue, il n'a pas de finalité, par le fait même qu'il y a une réalité limitée, qu'on veut appliquer un modèle illimité. Le deuxième critère, pas de changement de société si l'être humain ne travaille pas à son propre changement. C'est parce que c'est lui qui détermine en quelque sorte la société par ce qu'il ressent et vit dans son intériorité. Et tel qu'il est, c'est par là qu'il va amener le monde au changement, par son changement individuel et le changement social global entre les gens. Ce qui amène ce paradigme de la générosité, du lien, etc. Troisième critère, il faut absolument adopter la modération. Moi, ce que j'appelle la sobriété heureuse, que j'ai publié chez Actes Sud, je pense que mon ami Capitani est ici. Et c'est quoi la sobriété heureuse? C'est-à-dire une civilisation élégante par sa modération. Élégante. C'est pas se restreindre, serrer la ceinture. C'est l'élégance de la simplicité de la vie. Et c'est très beau. C'est très beau. Il y a quand même, quand un homme est dans cette simplicité de la vie, je peux vous dire qu'il a une beauté extraordinaire. Et le quatrième critère, qui est plus délicat, c'est que je ne pense pas qu'on puisse évacuer la dimension spirituelle et croire que le monde peut changer. Et c'est ça ce que j'appelle, moi, l'intelligence suprême, c'est-à-dire revoir en toute créature et en toute réalité sa composante sacrée. Et sacré, ce n'est pas relié à quelque chose de formel. C'est-à-dire que c'est cette perception que nous recevons, que nous avons spontanément quand on voit qu'une chose est belle, on a envie qu'elle dure, on a envie de la protéger, on a envie qu'elle perdure, parce que c'est elle qui fait la saveur de la vie. La saveur de la vie ne vient pas uniquement parce que nous allons accumuler de la matière et faire de la technologie. Nous nous sommes tellement éloignés de ce temps de contemplation. C'est pour ça que j'invoque souvent le fait que, une petite anecdote pour finir, que je dis assez souvent, nous sommes en Ardèche. Nous avons commencé à vivre en Ardèche en 61. Nous avons pris une petite ferme. Nous sommes dans un climat qui est un climat, si vous voulez, sans être glacial, est un climat quand même froid. Il faut donc se chauffer. Pour se chauffer, on n'a pas d'autre moyen. Heureusement pour nous, on a une petite forêt, on peut couper du bois. Et il se trouve que j'étais tout seul à couper du bois et j'avais des difficultés, c'était laborieux. Et à un moment, je rencontre quelqu'un qui était dans la même difficulté, je coupe du bois tout seul, on passe un contrat, il vient travailler chez moi, je vais travailler chez lui, l'aider à faire son bois, il m'aide à faire le mien. Et par une soirée d'automne, on avait travaillé toute la journée, arrive la fin du jour. Et vous savez que la fin du jour, il y a un basculement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un silence infini. C'est-à-dire même les oiseaux se taisent. Et c'est un temps poétique extraordinaire. Et ce temps poétique, il est en plus aggravé, si je puis dire positivement, par un coucher de soleil absolument magnifique avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce soleil rouge qui descend tout doucement. Eh bien, on contemple tout ça. Moi, j'étais comme en extase. Mais il se trouve que sur cet horizon se découpait un arbre tout aussi magnifique. Alors, vous voyez cette fresque magnifique avec ce grand arbre magnifique. Et j'étais comme ça, dans une forme de contemplation, dans cette admiration profonde. Mon compagnon, qui était à côté, se demande « Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire ?» Il se rapproche de moi. Je n'ose pas rompre le silence. Simplement, je le prends comme ça et je lui dis « Regarde ». Il me dit « Il y a au moins 10 stères ». Vous savez ce qu'elle est. Et donc, voilà.
Et c'est un peu... Et je dirais que le changement du monde ne pourra pas se faire si nous ne prenons pas notre véritable rôle. Nous sommes dotés de la capacité d'admirer. Et si cette capacité d'admirer, nous ne la mettons pas en valeur, eh bien ça veut dire que la vie n'aura, pour moi en tout cas, pas le sens qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire nous mettre à proximité de la joie. Or, il se trouve qu'on peut être milliardaire de tout ce qu'on voudra, on peut tout acheter, tous les plaisirs qu'on voudra, mais on n'achètera jamais la joie. La joie ne s'achète pas. Et pourtant, c'est le bien suprême. Donc, il faut arriver... Voilà. Voilà. Et le jour où on aura... Quand on aura compris que la vocation de l'humanité, c'est bien d'instaurer la joie sur cette magnifique planète. Elle est magnifique à couper le souffle. Ça ne peut pas être du hasard et de la nécessité, c'est impossible. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Alors qu'est-ce que nous attendons pour en prendre soin, pour l'admirer, pour créer la fraternité, pour ce que disait Teilhard de Chardin, c'est-à-dire la noosphère, la sphère de conscience, où l'on essaye que l'humanité retrouve son unité, parce que l'humanité est une et est indivisible. Vous pouvez marier une petite pygmée à un grand nordique blond, bleu, tout ce que vous voudrez, ils feront des enfants. Ça sera peut-être acrobatique, mais ils feront des enfants. Voilà. Donc prendre vraiment la mesure de l'unité de l'humanité, prendre vraiment la mesure de l'unité de la vie, c'est, à mon avis, le seul programme et projet qui puisse amener l'humanité à une évolution réelle. Voilà. Merci Très belle beaucoup. conclusion. Je voudrais remercier les trois intervenants qui nous ont... On est en train de monter, alors nous sommes en train de nous organiser pour 2012, je pense que vous l'avez bien compris. Voilà. Donc merci à André Contre-Sponville, merci Pierre Rabhi, merci Samuel Rouvillois pour ce débat. J'espère que vous avez fait le plein de riches idées qui vous permettent de mieux appréhender les sujets qui étaient posés et d'y songer au moins jusqu'à la fin de cette journée. Merci.